Dans cette édition, séquence nostalgie avec un grand rassemblement de Solex dans les Pyrénées-Atlantiques. À Géronce, l'indémodable cyclomoteur a assuré le show. Dans le Var, le Tonnerre a retrouvé la rade de Toulon après une mission de plusieurs semaines dans les Antilles à Saint-Martin auprès de la population sinistrée. Mais tout d'abord, les députés viennent de voter une nouvelle taxe sur les boissons non alcoolisées pour mieux lutter contre l'obésité. Cette nouvelle mesure sera appliquée sur les sodas en fonction de leur taux de sucre. Depuis 2007, Philippe Bonnet fabrique sa propre limonade, ici à Briatext. Ce brasseur de formation s'efforce de proposer un produit d'origine naturelle qu'il vend dans la région. La taxe soda, il l'a subie depuis 2013. Avec 7 grammes de sucre ajouté par litre de limonade, il est pour l'instant taxé autant que les gros industriels du marché, aux boissons souvent plus sucrées. C'est variable entre les grandes et les petites bouteilles, mais ça correspond à presque 8 centimes, puisqu'il y a une taxe sur les eaux existants déjà, un peu plus de 8 centimes par litre. S'il la modifie, moi je ne suis pas contre, mais au moins qu'elle invite à moins sucrer. Forcément, le producteur est attentif au changement de la taxe soda votée ce mardi à l'Assemblée. Si les boissons contenant plus de 8 grammes de sucre par litre seront 2 voire 3 fois plus taxées, la limonade de Philippe conservera, elle, sa taxe actuelle. C'est pas énorme, mais ça a une incidence pour un gars comme moi qui est que limonadier, qui a toute sa production qui est taxée à un peu plus de 2% de son chiffre d'affaires. Ce changement de barème s'avère plus juste pour les producteurs comme Philippe Bonnet qui sucrent moins leurs boissons. Bernard Soulero travaille avec lui depuis 3 ans et il a conscience de l'enjeu de la nouvelle taxe. C'est vrai que peut-être il serait intéressant qu'il y ait une différenciation entre un produit fermier, local et fait de façon, je dirais, modeste et un gros produit industriel où on va rajouter beaucoup plus de sucre, quoi. L'objectif, à terme, inciter les leaders du marché à moins sucrer leurs produits pour mieux lutter contre l'obésité. C'est le deuxième plus grand bateau de la Marine nationale après le porte-avions Charles de Gaulle. Le Tonnerre, ce monstre d'acier de 22 tonnes, a retrouvé la rade de Toulon après avoir porté secours aux sinistrés de l'ouragan Irma dans les Antilles. Sur place, près de 500 hommes et femmes ont participé aux premiers secours de reconstruction. Après 3 semaines à Saint-Martin et 2 traversées de l'Atlantique, le BPC Tonnerre rallie sa base de Toulon. Le bâtiment très polyvalent a embarqué à cette occasion plus de 510 hommes et femmes et 1200 tonnes de matériel. Les régiments du génie et du train ont pu mettre en œuvre des engins lourds de déblaiement. Les marins, eux, sont allés au contact des populations. On demandait aux gens directement s'ils avaient besoin d'aide. Et donc effectivement, on allait soit chez l'habitant pour aider à déblayer, aider à jeter des affaires, aider à nettoyer. Et sinon, effectivement, par rapport à une école, on était une bonne vingtaine de personnes à aider pour remettre en état une maternelle. Dans une île entièrement dévastée, la remise en état des installations portuaires a été capitale pour le ravitaillement. Un chenal a ainsi été reconstitué grâce aux plongeurs de Toulon. On ne pouvait plus accéder au port à cause de des containers, à cause de la tempête, à cause des débris qu'il y avait au fond, des bateaux qui étaient sous l'eau. Et on a recréé le chenal afin que les locaux puissent retourner à leur port-base afin de poser leurs bateaux. Routes, bâtiments, services publics, les troupes déployées n'ont pas chômé pour une mission accomplie. La phase de première urgence passée, le travail de reconstruction de Saint-Martin est bien engagé et le Tonnerre y a participé grâce à ses belles capacités et sa modularité. La France est le seul pays d'Europe à réclamer un diplôme aux agents de joueurs, une licence reconnue par la Fédération française de football. Un diplôme que l'on peut préparer à Marseille, dans l'une des 6 écoles françaises des agents de joueurs. Retenez bien les 4 catégories du sportif de haut niveau qui sont senior, élite, jeune et reconversion. Droit du sport, droit des contrats et des assurances, déontologie, des matières incontournables pour ces étudiants qui espèrent faire carrière comme agents de joueurs de football. Car la passion du ballon rond ne suffit pas, il faut maîtriser le cadre juridique. Quant aux qualités morales, Mamadou a sa petite idée. La bonne foi, l'honnêteté, être assidu et rigoureux dans son travail. Et avoir un bon carnet d'adresses ? Là oui, comme tout le monde, comme vous journalistes aussi. L'école des agents de joueurs de football compte 6 centres en France, dont celui de Marseille depuis 2008. Les candidats sont retenus sur CV, lettres de motivation et entretien. Leur formation dure ensuite 10 mois et aboutira sur une licence reconnue. Le législateur français a institué pas mal de contrôles qui demandent beaucoup aux agents de vérification, de transmission des mandats,
de transmission de comptabilité maintenant peut-être à l'avenir, donc c'est assez restrictif et même beaucoup plus restrictif que la moyenne des pays européens ou dans le monde en général. Parmi cette trentaine d'étudiants, Francis est la seule femme. C'est un atout, je pense que ça peut être un atout, mais c'est aussi un handicap parce que beaucoup de personnes ne veulent pas travailler avec des agents femmes. Seul un étudiant sur 5 parviendra vraiment à faire carrière comme agent de joueur de football. Ses prochains buts seront alors de recruter les talents de demain, gérer leur image et assurer les transferts vers les clubs. Il y a le pli Solex que l'on plie en deux, le Micron sans pédale, le S4, le seul Solex à 4 vitesses. Des modèles très rares que les amateurs de Solex ont pu découvrir à Géronce dans les Pyrénées-Atlantiques. Une centaine d'exemplaires du célèbre cyclomoteur étaient rassemblés au cœur du village. Mais quel est donc ce drôle d'engin qui se fraye un chemin sur la place de Géronce? Une voiture, une moto peut-être? Eh bien ni l'une ni l'autre. C'est une Morgan monotrace de 1925. C'est un véhicule qui a été fabriqué à peu près à 300 exemplaires dans les années 20. Ils ont fabriqué ce véhicule-là pour pallier une taxe qu'ils avaient mise sur les véhicules à 4 roues. Et c'est un des seuls véhicules qui reste roulant dans son état d'origine. C'est devenu le rassemblement des passionnés de deux roues et autres véhicules anciens en tout genre. Solex in Géronce, 3e édition cette année, avec évidemment l'incontournable et mythique cyclomoteur Solex et son look indémodable. Ici, pas un seul modèle ne manque à l'appel. Le premier, 1946, c'est celui-ci. Selon les époques, ils deviennent de plus en plus caractérisés, de plus en plus modernes. Les phares deviennent carrés selon les années. Et après, on arrive vraiment dans les années 70. Le Micron, pour les enfants aussi, le F4, copie du Solex 3800 en miniature. Ça me fait plaisir, ça fait plaisir aussi aux gens que l'on croise, en fait. Il y a toujours un petit regard complice qui leur rappelle un peu leur jeunesse, je pense. Un petit coup de klaxon et ça fait rire et voilà. Ça donne quoi le klaxon? Nostalgie des petites ou des plus grosses cylindrées de l'époque? Comment ne pas résister à l'envie de faire vrombir les moteurs de ces motos populaires des années 20? Ça tombe bien, Denis et ses copains ont la tenue qui va avec. Les gens à l'époque portaient des casquettes, des lunettes, des gants un peu grands et des blousons en cuir. C'était le look. Vous vous amusez finalement? Bah exactement, on est des grands enfants. Un deux roues, un moteur, voilà peut-être là où se trouve la route du bonheur.